d'écouter le Rav Bruno Fison, le grand rabbin de Metz et de la Moselle. Je dois dire aussi que c'est un grand plaisir de le recevoir, puisque nous sommes amis, et il intervient plus souvent sur des questions de cache-route, mais aujourd'hui, c'est pour un autre thème qui est la terre d'Israël et l'exil. Mon cher Bruno, tu as la parole. Le micro. Il faut ouvrir ton micro. Oui, c'est bon. Voilà, chers amis, cher Sadia, je voudrais d'abord te féliciter pour l'organisation extraordinaire de cette soirée qui est remarquable. Les intervenants ont été remarquables. J'ai appris personnellement beaucoup de choses. Donc, bravo vraiment pour cette soirée. Et puis, je voudrais quand même dire que ma vocation rabbinique, je la dois un peu au rabbin Sadia Morali, puisqu'il y a quelques années déjà, il m'avait accueilli à l'école rabbinique où je ne cherchais qu'une chambre d'étudiants. Je faisais ma thèse en effet à l'Institut Pasteur, et puis il m'a dit écoute, viens ici à l'école rabbinique. Et finalement, j'y suis resté et j'ai donc suivi le cursus de l'école rabbinique. J'ai également succédé à Sadia, tête du rabbinat de Thionville, je t'en souviens, Sadia. Puis j'ai une pensée ici pour Pierre et Liliane Cain qui nous ont quittés, qui étaient d'anciens Thionvillois et qui ont fait leur aliyah. Alors, ma tâche est difficile, si je puis m'exprimer ainsi, conclure d'abord cette soirée, et puis une soirée placée sous les auspices, bien sûr, du sionisme, de l'importance de la terre d'Israël, du retour du peuple juif sur cette terre d'Israël. C'est difficile pour un rabbin qui reste un rabbin de Galoute, dans une communauté de Galoute, de l'exil. Et effectivement, je me demande ce que je peux bien vous apprendre et vous raconter, surtout après les propos extraordinaires du Rav Bochko. Donc, je vais essayer quand même de vous parler de l'exil et de la terre d'Israël et un petit peu du sentiment, de la sensation qu'on peut avoir. On a eu jusqu'à… Alors, je n'ai pas connu la période après-guerre, puisque je suis quand même pas si vieux que ça, mais il y a eu une période où les Juifs de France ou les Juifs d'Europe ont considéré que, bon, on avait l'État d'Israël, c'est bien, mais on est assez tranquille finalement en Europe. Et puis, la montée de l'antisémitisme extrêmement violent aujourd'hui, comme on peut l'avoir en France, et un autre phénomène qui est celui qui nous empêche ou nous interdit de vivre notre pratique juive, et je parle bien sûr des attaques contre la shrita, l'abattage duel, combat que je mène personnellement pour le judaïsme français et européen, mais aussi contre la mila, contre la circoncision, font que finalement, si d'aventure ces pratiques juives étaient interdites dans les pays européens, on peut se poser la question de notre présence ici en Europe, de notre présence ici en Galoute, en Europe. Donc, ce sont des vraies questions qu'on doit se poser. Doit-on faire une aliyah simplement parce qu'on est chassé ou qu'on ne peut plus vivre en Galoute, ou au contraire une aliyah positive, une réflexion donc que chacun doit se poser et que évidemment les rabbins également doivent se poser, comment réfléchir et accompagner leur communauté. Alors, pour essayer de comprendre ce rapport entre la Galoute, l'exil et la terre d'Israël, entre le temps où le peuple juif a passé en Galoute et le temps qu'il a passé en Eretz Israël, je voudrais m'appuyer sur un enseignement, un texte extraordinaire de Rav Shlomo Yosef Zevin. Et alors, Rav Shlomo Yosef Zevin, je ne suis pas historien, on a eu quelques historiens éminents, mais je vais quand même rappeler un petit peu quelle était sa vie pour bien comprendre la portée de son enseignement. Alors, il est né en 1888 à Kazimirovo, c'est près de Minsk, dans le Bélarus, et il a étudié dans la yeshiva de Mir. Donc, la yeshiva de Mir, c'est en Ukraine, c'est un lieu extraordinaire, il y a encore, la yeshiva existe toujours, c'est une poste maintenant, et il a donc acquis toute la connaissance du judaïsme, comme on appelle litvish, du judaïsme lituanien, cette force, cette puissance du Talmud. Le Rav Kook lui-même a étudié donc dans la yeshiva de Mir, et non, il était plutôt à Vologine, pardon, excusez-moi. En tout cas, c'était la même réflexion. Et il a donc, avec toute cette connaissance litvish, il a ensuite été étudié dans une yeshiva Chabad, la yeshiva de Bobrisky, et auprès
d'un des maîtres de la Chassidut Chabad, le Rav Shmariahu Noach Schneerson. Et donc là, il a acquis toute la dimension chassidique. Et puis finalement, le communisme est venu, il s'est battu, il a essayé de créer des écoles juives clandestines, et puis il a considéré que c'était plus possible. C'est assez une résonance par rapport aux événements aujourd'hui. Et en 1935, le voilà qui fait son alia. Et là, sa grande connaissance, sa grande sagesse fait qu'il rentre rapidement au conseil du grand rabbinat d'Israël et il va adhérer au mouvement Mizrahi, au mouvement sioniste religieux. Il est bien sûr très connu par son action, c'est l'encyclopédia talmudique, c'est lui, et puis à son d'ouvrages comme la Torah et la Moadim, Sipurei Chassidim. Le Rebbe de Lubavitch le cite même dans Igrot HaKodesh, dans ses responsades, dans ses questions et réponses. Donc voilà un personnage assez important, extraordinaire, qui ramasse en galoute tout le savoir de la galoute, la galoute ashkenaz bien sûr, il n'était pas en pays sfarad, le monde chassidique, le monde lidvish, et qui monte en Israël, c'est une sorte de personnage de synthèse. Et son enseignement est fort et il a une portée extraordinaire. Et je voudrais rapporter son enseignement dans une paracha que nous avons lue il y a quelques semaines, c'est la paracha de Vaïgash. Vaïgash est là Yehuda, Yehuda s'est rapproché de Yosef. Et le Rav Zevin explique, dans cette paracha, il explique qu'il y a ici la rencontre entre deux frères, donc je ne reviens pas sur toute l'histoire de Yosef, nous la connaissons, et en s'appuyant sur un midrash, ce midrash dit qu'il naît à Malachim Noradou, voilà que les rois se sont rencontrés, Yardav, ensemble. Hiné Malachim, ces rois-là, c'est qui? C'est Yehuda et c'est Yosef. C'est Yehuda et Yosef. Donc il y a la rencontre de deux rois, qui le Rav Zevin. Deux monarques, le monarque Yehuda et le monarque Yosef, qui représentent deux choses, deux aspects, deux symboles forts. Le Zohar, là-dessus, toujours rapporté par Rav Zevin, nous explique qu'il s'agit de Tikrofta de Alma be Alma. Il s'agit de rapprochement de deux mondes. Alors quels sont ces deux mondes? Yehuda, le fils qui est resté en Israël auprès de son père, Yaakov avec l'ensemble des autres frères et le roi des tribus d'Israël. Yosef est le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, mais il a un pouvoir immense. On l'appelle Avrech, Av Shel Rex, le père du roi, tellement son pouvoir est fort. Donc on a ici la rencontre de deux mondes qui à eux-mêmes symbolisent ou montrent très fortement deux aspects, deux temps forts du peuple juif, celui de la Galoute et celui de la terre d'Israël. Yehuda, c'est les tribus qui sont en Eretz Israël, sous la protection du père Yaakov. Yehuda, c'est le roi, la descendante de Yehuda, c'est David Amelech, le roi David. Comme dit Kohelet, Dvar Melech Shilton, la parole du roi, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir, c'est une royauté qui s'exprime dans le dévoilement total, qui n'a pas de complexe. C'est le juif sur la terre, souverain sur la terre d'Israël. Face à lui, il y a une autre royauté, un autre pouvoir, une autre représentation des juifs, celle de Yosef, qui fait ce qu'on appelle une avoda seter, c'est-à-dire il vit son judaïsme de façon un peu voilée, un peu cachée, ou même tout à fait voilée, tout à fait cachée. Plusieurs exemples. Lorsque Yosef va céder, il pense céder à la faute, il est en train de, il est séduit, ou la femme de Poutifar essaye de le séduire, lui apparaît le visage de son père Yaakov, et il ne faut pas, on connaît ce Rashi, on connaît ce Midrash. Mais, dit le Rav Zevin, ce visage lui apparaît à lui tout seul, personne ne le voit. Il y a donc quelque chose de caché, quelque chose de discret. Et même la langue qu'il parle. Yosef ne parle pas en hébreu, peut-être parle-t-il avec son épouse, avec ses enfants en hébreu, mais la plupart du temps, il parle en égyptien et il a dû même jurer au pharaon qu'il ne révélerait pas qu'il connaît l'hébreu, comme le dit la Gemara, le traité de Sota. Donc, il vit une sorte de royauté, de présence, mais qui est tout à fait cachée, qui est tout à fait voilée. Et voilà donc que maintenant, les deux frères se retrouvent et qu'il y a cette confrontation entre Yehuda qui a vécu sur la terre d'Israël et Yosef qui a vécu de façon cachée. Cette rencontre, eh bien, elle est extraordinaire. Et si effectivement l'idéal
est bien représenté par Yehuda. L'idéal est bien le juif sur la terre d'Israël. On le comprend, c'est le but de l'histoire du Ham Israël, le but de l'histoire du peuple juif. Eh bien, le peuple juif est aussi surnommé Yosef, comme on voit chez le prophète Amos, Oula Yechanen Sherit Yosef. Peut-être que Dieu aura pitié des rescapés du Yosef, et ici on parle donc effectivement du peuple juif. Et donc il y a effectivement un temps où le peuple juif s'est retrouvé en exil, et cela pose la question de la vocation de l'exil. Est-ce que l'exil a été quelque chose de totalement négatif, ou est-ce qu'il y a quand même du bon, un certain nombre de choses à retirer de cet exil que le peuple juif a vécu? Alors la première remarque qu'on peut faire au départ, c'est que on l'a pas voulu l'exil. L'exil, on l'a subi. Mais à partir du moment où on l'a subi, on peut revenir sur les raisons de cet exil, ce n'est pas le but ce soir, mais à partir du moment où il l'a subi, est-ce qu'on y a retiré un certain nombre de choses positives? Eh bien, la raison, effectivement, la réponse à cette question est effectivement oui. Il y a des éléments positifs à retirer de cet exil. Tout d'abord, le fait que le peuple juif est, j'allais dire, ensemencé, il est ensemencé des autres peuples par ses connaissances, par son savoir, par son éthique. Alors, c'est la portée universelle du Ham Israël, du peuple juif. Attention à ne pas être trop universel, car on risque de se perdre. Des tas de gens se sont investis dans des révolutions. D'ailleurs, si on parle, je reviens au vécu du Rav Zevin, si on parle des Juifs qui sont tant investis dans la révolution communiste, Zinoviev, Kameniev, Trotsky, etc., ce sont ces mêmes Juifs-là qui ont essayé d'écraser le judaïsme, qui ont été chargés par les autorités soviétiques à l'époque de fermer les yeshivot, d'extirper tout sens du judaïsme. Alors attention à une vocation trop universelle du peuple juif. Mais il en demeure pas moins que le peuple juif, dispersé parmi les nations, eh bien, a apporté quelque chose, des valeurs, un sens éthique, un sens moral, et les nations s'en sont, on l'espère, un petit peu inspirées. Mais deuxième élément important de cette galoute qui a été positive, la galoute n'a pas été positive en soi, mais les éléments positifs qu'on a pu en retirer, c'est le fait que la galoute a permis au peuple juif de récolter les nitzotzot à Kodesh, c'est-à-dire les étincelles de sainteté qu'Akadosh Baruch Hu a saupoudré comme ça dans l'ensemble du monde, la science, des philosophies, des arts, des techniques. Tous ces éléments-là, les Juifs les ont récoltés, les ont rassemblés et ont pu les ramener en Eretz Israël pour ce formidable moment que ce qui s'appelle le Kibbutz Galouyot, le rassemblement donc des exilés. Et puis cette diversité également du Ham Israël, à travers son histoire, mon Séfarad, mon Ashkenaz, et je caricature là les choses, cette diversité extraordinaire a fait que ce peuple juif est devenu un peuple pluriel. Alors parfois c'est peut-être compliqué, c'est compliqué aujourd'hui en Israël de rassembler tout le monde, c'est peut-être compliqué de les gouverner, c'est compliqué d'avoir une majorité à la Knesset, tout cela est vrai, mais tout de même, je suis persuadé que cette diversité au sein du Ham Israël, eh bien, a fait et forge sa richesse pour peu que tous ces juifs se retrouvent au niveau d'Eretz Israël, dans ce qu'on appelle effectivement le rassemblement des exilés, le Kibbutz Galouyot. Alors, évidemment, et il y a un mot extraordinaire que le Rav Zevin utilise dans cette rencontre entre Yosef, vous l'avez compris, qui représente les Juifs de la Galoute, le temps de la Galoute, et Yehuda qui correspond au temps des Juifs sur la terre d'Israël. Il y a cette confrontation et dit le Rav Zevin, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est une confrontation dans laquelle Yehuda va faire sortir, si je puis m'exprimer ainsi, il va aller puiser au fond du cœur et de l'esprit et de l'âme de Yosef ce qu'il y a de meilleur, comme s'il faisait accoucher de ce qu'il voulait ou de ce qu'il a besoin, comme dit le Michelet, les proverbes, Maïma mukim eitza beled ish, les eaux profondes, c'est ça le conseil, c'est ça la force qu'on trouve dans le cœur des hommes. Eh bien, effectivement, dans chaque juif de la Galoute, il y a un juif sioniste qui ne s'ignore plus tellement d'ailleurs aujourd'hui, autrefois peut-être qu'il s'ignorait, mais plus tellement aujourd'hui. Il y a cet attachement si fort que nous pouvons nous ressentir, alors on n'a pas encore fait le pas, certes, mais il y a cet attachement si fort avec Israël, avec nos frères en Israël, avec nos enfants, parce que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà nos enfants là-bas. Il y a cette force extraordinaire. Et peut-être qu'on a besoin, et
je crois que les choses commencent à évoluer comme cela. Il y a quelque chose d'extrêmement fort, c'est le fait que, comme Yehuda va aider Yosef à sortir de ce qu'il y a de plus fort, au plus profond de lui-même, il va puiser ce sionisme, cet attachement à ses frères à Israël. Au fond, eh bien, nous demandons à nos frères d'Israël, et c'est la vocation, cher Sadia, de cette soirée ce soir, nous demandons à nos frères d'Israël de nous aider à trouver le meilleur en nous-mêmes. Et effectivement, nous sommes persuadés que nous allons trouver ce meilleur en nous-mêmes et que nous allons tous nous retrouver extrêmement rapidement, tous ensemble, en Eretz Israël. Bimera biyameinu. Amen. Amen, amen. Arav Pizon, merci beaucoup pour ces bons mots et pour cette conclusion qui nous rassure que quelque part, nous faisons partie tous d'un même peuple et que c'est qu'un problème de temps pour que l'ensemble des exilés puissent revenir en Eretz Israël. En tout cas, bien évidemment, on s'est réjoui de t'entendre. Et je voudrais dire un grand merci à tous les intervenants de ce soir, aussi bien d'Ukraine que ceux d'Israël, que ceux de Tzarfat, de France, et d'espérer ainsi que notre fête de Toubishvat ait une nouvelle signification, un nouveau sens. Ce sens rattaché profondément à la terre d'Israël, au renouveau de la terre d'Israël. Et c'est l'occasion de vous souhaiter Chag Sameach, de souhaiter la réfoua shelema pour tous les malades du corona et de faire en sorte que Karov, eh bien, la Géoula apparaisse pour le Prat et le Klal, c'est-à-dire pour l'individu et pour le Klal, pour l'ensemble de l'humanité. Amen, amen. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sameach, merci beaucoup, Sadia, pour avoir organisé cette soirée. Merci beaucoup. Merci C'était un beaucoup. grand moment. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Chazak.